Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Cette année, nous consacrons nos webinaires RH autour du thème de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour aborder certains sujets en lien avec cette RSE. Je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. J'ai la joie aujourd'hui d'être accompagnée, comme d'habitude, j'allais dire, par Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en compagnie également de Sylvie Marquet, responsable régionale emploi formation chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Bonjour Sylvie. Bonjour à toutes et à tous, voilà, derrière l'écran. Et nous avons deux intervenantes ce matin, donc Virginie Cartier et Céline Rice. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Bonjour à Donc, tous, bonjour à toutes. l'idée, avant de démarrer, c'est de vous dire un petit peu deux mots sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour évoquer un peu le contexte depuis lequel nous parlons. Et puis après, nous attaquerons le webinaire. Sylvie, je te laisse la main pour présenter l'agence. Bien, ravi de vous retrouver pour la nouvelle session et édition 2023 de nos 4 webinaires annuels. Donc, celui-ci est le premier d'une prochaine série sur le thème, comme l'a dit Farida, de la RSE. L'agence, donc, pourquoi on est présent sur ce domaine? C'est qu'effectivement, on est une structure d'accompagnement dans le développement économique qui a été créée par la région initialement, et pour accompagner majoritairement nos industries et le service à l'industrie dans la croissance globale. Et donc, on est 150 salariés répartis sur la région qui œuvront à vos côtés pour vous répondre à vos besoins, que ce soit dans le domaine de développement économique, du développement international, de l'innovation, d'une implantation ou agrandissement, et également celui qui nous préoccupe aujourd'hui, de l'emploi et de la formation. Donc, notre action, elle est essentiellement concentrée sur tous les sujets. On est à la fois facilitateur et connecteur de tout l'écosystème des acteurs de l'emploi et de la formation, avec bien sûr en ligne de mire nos dispositifs régions. Bien sûr, on ne les met pas de côté, ils sont prioritaires, mais néanmoins, on peut faire une ingénierie globale de l'emploi ou de la formation par rapport à vos différents besoins. Et on intervient effectivement, soit, comme l'a dit Farida en bas de la slide, sur une information, une orientation ou un suivi plus personnalisé dans le montage d'un dossier de subvention. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on est présent sur tous les territoires. On a 12 départements, mais 11 antennes. Voilà, il y en a une qui est sur 12 départements. Et on a un référent emploi-formation qui maîtrise tous les sujets, aux côtés de tous les chargés d'affaires pour répondre à vos besoins. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est en présence de Virginie Cartier et donc de Céline Ress qui vont se présenter également pour développer un sujet, une méthodologie, un outil qui va sûrement vous intéresser, et on refera le point peut-être en fin de webinaire. Je vous souhaite un excellent moment, en tout cas à nos côtés. Voilà, je laisse la parole. Oui, donc je reprends juste la main pour dire deux mots sur nos deux intervenants. Donc Virginie Cartier, qui est coordinatrice scientifique à l'Université catholique de Lyon et qui porte le projet Priora dont on va parler juste après, qui a œuvré dans de grandes entreprises comme Engie, Veolia, toujours autour des thèmes environnementaux, qualité de vie au travail, santé au travail. Donc on est ravis de t'avoir avec nous ce matin. Et Céline Rice, qui est donc déléguée générale des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, donc qui est un espace de réflexion et d'expérimentation pour promouvoir les valeurs et les pratiques humanistes. Elle coanime donc le projet Priora qui nous concerne ce matin, et elle est aussi consultante, formatrice dans les domaines emploi-formation. Ravi que vous soyez avec nous. Juste deux mots sur les modalités de ce webinaire. Comme d'habitude, on a quelques habitués. Vos micros sont coupés parce que vous êtes nombreux, et on est ravis que vous soyez aussi nombreux. Mais n'hésitez pas à interagir dans la partie chat pour justement faire remonter vos questions. Aurélie sera votre voix, comme d'habitude. Je serai votre voix pendant tout au long du séminaire, pas d'outil.
À la fin du webinaire, vous aurez la possibilité de dire ce que vous en avez pensé via une petite enquête. Et puis, il y aura un replay qui sera disponible voilà, pour les absents ou si vous voulez revoir un petit peu les choses. Oui, on vous avait posé des questions et merci d'y avoir répondu. On vous avait demandé un petit peu pourquoi vous vous intéressiez à ces deux sujets que sont la raison d'être et la vulnérabilité, qui sont nos deux sujets d'aujourd'hui autour de la RSE. Beaucoup d'entre vous nous ont répondu pour pouvoir découvrir ces deux notions, pour pouvoir découvrir peut-être des outils, pour pouvoir mieux comprendre un peu ces notions-là et pour pouvoir les mettre en place au sein de l'entreprise, tout simplement. Au niveau de la vulnérabilité, il y a eu aussi pas mal de remontées de votre part sur tout ce qui était peut-être de l'ordre du bien-être sincère. Ça, c'est une des remontées qui m'a un peu marquée. Peut-être éviter aussi le burn-out, peut-être parler aussi de la question du handicap. On voit que c'est très très large et que ce sont des sujets qui vous intéressent et qui sont des préoccupations actuelles majeures. Voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet, Céline. Je te passe la main. Merci beaucoup, Farida. Alors, justement, vous êtes très intéressée par ces sujets et c'est un sujet qui, effectivement, concerne beaucoup de personnes. On a souhaité vous mettre quelques chiffres. Pourquoi les PME devraient s'engager dans des démarches de RSE et face aux grands enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux que tout le monde connaît? En fait, 91% des citoyens y sont favorables, 77% des salariés souhaitent que leur organisation s'engage et on a dans les PME 24% seulement qui ont formalisé des actions RSE. Donc, il y a des marges de progrès et c'est parfois des démarches complexes. Donc, on est heureux avec le projet Priora d'apporter quelques clés sur ces questions-là. Virginie, du coup, est-ce que tu veux bien nous présenter ce projet Priora? Oui, bien sûr. Merci Céline. Merci à toute l'équipe d'Aura de nous donner cette belle opportunité. Donc, alors, c'est quoi le projet Priora? C'est un projet de recherche-action coopérative et Céline vous en parlera juste après, qui met en pratique, qui conçoit, qui co-construit des pratiques innovantes des organisations responsables en Rhône-Alpes. Alors, pourquoi Rhône-Alpes? Les Auvergnats, ne raccrochez pas, hein, vous êtes les bienvenus évidemment. On parle de Rhône-Alpes parce qu'en fait, ça fait partie d'un programme de cofinancement de la région, à l'époque où c'était Rhône-Alpes, par le biais de fonds européens pour le développement régional. Mais bien évidemment, c'est ouvert à toutes les PME et TPE d'Aura. Ici, on va aborder la RSE en parlant de nos valeurs pour mieux aider les entreprises à devenir des organismes au service du bien commun. Donc, on voit que cette recherche-action coopérative, par le biais du petit schéma que vous avez à droite, va s'articuler autour de 3 questions. Une première question, c'est pourquoi notre organisation existe-t-elle? Et là, on est dans le cœur du moteur, et Céline vous en parlera juste après. On est dans la thématique 1, raison d'être. Quand on continue à travailler sur la RSE et sur les différentes thématiques, on peut se poser la deuxième question qui est comment sommes-nous engagés dans notre organisation? Et on voit que nos 3 thématiques, management de l'erreur, prendre en compte la vulnérabilité des salariés, s'investir dans l'engagement des salariés dans la RSE, on voit que ces 3 thématiques répondent à la question comment sommes-nous engagés dans notre organisation. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin, que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux? Là, on attaque les 3 thématiques, créer des partenariats pour innover en matière d'action environnementale, créer des partenariats pour continuer à innover en matière d'action sociale et territoriale, et puis formaliser juridiquement ces pratiques responsables. Donc, on est bien dans des actes de contribution au bien commun tout en assurant une viabilité économique. Bien évidemment, on est conforme à la loi en vigueur et on vous propose un certain nombre d'outils pour pouvoir y répondre. Et puis évidemment, ce projet permet de prendre en compte les actions des parties prenantes et les attentes de ces parties prenantes, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes. Et enfin, ça intègre ces notions dans toute l'organisation et les pratiques dans les relations en interne et en externe de l'entreprise. Voilà.
À toi, Céline. Merci de passer à la slide suivante. Simplement pour vous redire en quelques images les différentes phases de ce projet. Donc, on a commencé par une phase d'étude terrain avec 21 entreprises de nos territoires qui se sont engagées avec nous sur ces thématiques pour réfléchir. L'objectif, c'est bien d'identifier des pratiques innovantes et en même temps de pouvoir après les partager, avoir des outils concrets qu'on va vous partager dans quelques minutes, enfin quelques-uns sur les deux sujets qui ont été choisis, la raison d'être et la vulnérabilité. Simplement pour vous redire vraiment comment est-ce qu'on a travaillé. On a donc 3 partenaires, l'UCLI, les AEH et le CIEDEL, l'unité de recherche de l'UCLI qui est le gros porteur de ce projet, qui mobilise quand même 25 chercheurs. C'est 21 entreprises qui sont réparties sur tout le territoire de Rhône-Alpes, qui représentent à la fois des industries dans plusieurs secteurs, mais aussi des entreprises de services et des plus petites entreprises, même dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a beaucoup de choses aussi à apprendre de ce secteur-là, notamment sur la question de la prise en charge de la vulnérabilité, par exemple, mais pas que. Donc voilà, on a voulu avoir un panel pour être le plus varié et riche possible. Donc, cette phase d'entretien, d'étude terrain, en fait, elle a été constituée autour de plusieurs méthodes, des entretiens avec ces entreprises, des ateliers, des workshops qui ont vraiment mobilisé tous les salariés pour certaines entreprises. Et ça nous a permis d'aboutir donc à la réalisation d'outils concrets, dont un outil d'autodiagnostic qu'on parlera à la fin, et de pouvoir vous proposer aussi une démarche pour comprendre pourquoi alors concrètement sur les thèmes qui vont nous intéresser aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant de travailler la question de la raison d'être et de la vulnérabilité et comment est-ce qu'on fait. Et donc ça va être un peu les deux grandes questions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Peut-être quand même Virginie, merci de faire le lien voilà avec la RSE et notre approche globale. Alors effectivement, dans cette recherche action coopérative qui s'articule vraiment avec des chercheurs et avec des entreprises volontaires qui sont partenaires sur ces 7 thématiques, on a construit une démarche pour aborder la RSE qu'on va vous proposer aujourd'hui. Bien évidemment, il peut y avoir des évolutions, il y a peut-être d'autres choses qui sont faites, mais voilà, c'est ce sur quoi on a réfléchi ensemble, en partant d'un état des lieux à faire ensemble, en équipe, en collaboratif, un état des lieux avec des catégorisations. Et l'outil Priora qu'on met à disposition de nos partenaires, c'est la fiche état des lieux RSE toute simple qui s'appuie sur l'ISO 26000. Une fois que ce brainstorming a pu permettre de faire apparaître un certain nombre de problématiques, l'outil d'autodiagnostic Priora dont on vous parlera tout à l'heure permet de faire un focus sur ces 7 thématiques. Je ne rentre pas plus dans le détail. Vous verrez un petit peu tout à l'heure comment ça fonctionne. Une fois que cet outil d'autodiagnostic vous a permis de vous positionner et probablement de découvrir des axes d'amélioration en vous laissant guider dans l'outil, vous allez pouvoir travailler sur une stratégie, sur un plan d'action avec des priorités, parce que bien évidemment, on sait que dans une TPE-PME, on ne peut pas s'attaquer à tous les sujets en même temps, ce n'est juste pas possible. Et là, vous avez des fiches repères dont vous a parlé Céline, qui peuvent vous permettre, avec la question du pourquoi la raison d'être, ou du comment prendre en compte la vulnérabilité des salariés, peuvent vous donner des petites aides, vous aiguiller dans votre réflexion. À ce moment-là, vous pouvez également faire des ateliers dans l'entreprise pour co-construire et continuer à réfléchir. L'étape 4, c'est mettre en application finalement ce que vous avez découvert et à l'aide de matériel très opérationnel pédagogique et à l'aide de cette réflexion ensemble pour trouver des indicateurs. Alors attention, des indicateurs, c'est pas juste quelque chose d'insurmontable. Le truc pénible à faire tous les 6 mois, ça peut être des choses très légères et on le verra tout à l'heure avec la thématique vulnérabilité. Et puis ensuite, communiquer, valoriser. Et là, voilà, si vous avez eu le courage, la chance, l'opportunité d'utiliser l'outil d'autodiagnostic, on sera ravis de vous accueillir au Challenge Priora de fin d'année.
Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Ces deux questions qu'on a abordées donc dans le projet. Pourquoi et comment la raison d'être peut être un levier d'innovation structurant et durable de votre entreprise? Donc, c'est moi qui vais présenter cette partie-là. Et puis après, pourquoi et comment la prise en compte de la vulnérabilité peut être une source de performance pour votre entreprise et de quelle performance on parle? Donc, ce sera Virginie qui vous présentera ces deux thèmes. Bien entendu, nous avons travaillé avec, sur toutes ces thématiques avec un ensemble de chercheurs et de partenaires et nos entreprises pour pouvoir être là aujourd'hui avec vous. Donc, on va commencer par le premier sujet. Aurélie, si tu veux bien lancer le sondage, une raison d'être, pourquoi faire? Donc, vraiment de manière tout à fait spontanée, que vous soyez dirigeant ou pas, répondez simplement à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous souhaiteriez formuler ou communiquer sur votre raison d'être aujourd'hui? Alors, suivre la mode, mieux incarner mes convictions, répondre à des enjeux de développement, de chiffre d'affaires, de transmission de votre entreprise ou d'essaimage, renforcer mon image marque employeur, mais aussi marque client hein, vis-à-vis du client, ou donner un cadre à une stratégie plus durable hein, qui inclut la RSE. Donc, je vous donne quelques minutes pour répondre. Oui, ça répond, je le vois. Ça répond, Aurélie. N'hésitez pas, avant que je publie. Bon, il y en a qui se détachent. Hein. Très bien, on va voir. Peut-être que tu peux afficher déjà, Aurélie. Oui, ça continue de voter et je vais arrêter et je lance. Voilà, parce qu'en fait, quelle que soit votre réponse, en fait, elle est bonne. Elle est même excellente, certainement, parce qu'en fait, vous êtes dans le sens de l'histoire de l'entreprise. Et donc, j'interviens aujourd'hui vraiment en toute humilité parce que ces questions, elles sont quand même complexes. Ça fait plus de 20 ans hein, que j'interviens, que j'accompagne des organisations à réfléchir aux moyens de répondre à ces grands enjeux sociétaux, environnementaux, mais vraiment, c'est important de dire que toutes ces questions-là, elles sont quand même complexes et nos PME, nos TPE, elles sont face parfois à des paradoxes, à des tensions et donc, nous vous proposons de poser des questions et de vous dire que chacun peut prendre sa part à partir de là où il en est et en fonction de ses convictions aussi. Si votre conviction, c'est lié à votre image ou à rendre votre stratégie plus durable, ça nous va très bien aussi. On est dans le sens de l'histoire. Est-ce que tu peux mettre, Céline, est-ce que tu peux mettre les slides? Est-ce que tu vois les résultats des sondages? Oui, oui, tout à fait. J'ai vu les résultats. Tu peux passer à la slide suivante sur une raison d'être, pourquoi faire. Alors. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en fait, la question est essentielle. C'est pour ça que je vous dis, j'interviens en toute humilité. La question par rapport à vous qui avez déjà compris que, en fait, la question, certainement, c'est plus celle de savoir pourquoi le faire, mais plutôt celle du comment. Et nous, on est là pour vous donner quelques outils concrets. Et parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, ce sont les dirigeants, les entreprises qui peuvent accélérer les choses et qui sont des acteurs clés sur nos territoires. Et en fait, j'aimerais vous citer Emri Jakia, qui est un PDG, un dirigeant qui est vraiment charismatique et inspirant, qui est membre de la communauté des entreprises à mission, qui a beaucoup œuvré aussi pour la diffusion de ce modèle un peu nouveau dont on va parler, l'entreprise à mission, mais qui se fonde bien sur la question de la raison d'être. Et lui, il a le sigle RSE, il l'explique comme ça, c'est de redonner du sens à l'entreprise. Voilà, et nous avons besoin de l'engagement de toutes les entreprises, des dirigeants, mais aussi on a vu qu'il y avait des étudiants hein, qui étaient connectés aujourd'hui. On a aussi toutes les personnes et Aura Entreprise, ce sont des personnes précieuses pour accompagner ce mouvement-là. Donc voilà, on vous remercie encore d'être avec nous. Et simplement peut-être pour vous donner quelques éléments sur ce que dit la loi. En fait, il y a nos convictions, nos souhaits, mais peut-être redire
En quelques mots, rapidement, ce que dit la loi Pacte, notamment en 2019, qui est vraiment importante en France et qui reconnaît la large influence des entreprises sur la société avec 3 degrés d'engagement possibles. Je voudrais vous rappeler que la France, en fait, on peut être fier de nous, hein, puisqu'on est le premier pays à avoir introduit la RSE dans le droit positif. Et cette loi de 2010, donc au niveau international, hein, voilà. Donc avec notamment cette loi donc qui s'appelle la loi Pacte et qui vient modifier un article qui date de plus de 200 ans, je pense que vous devez le connaître, qui date de 1804 du Code Napoléon, le Code civil, qui vient préciser l'objet social de l'entreprise. Au départ, c'était simplement parce qu'on n'avait pas la même conscience non plus, on n'avait pas besoin de préciser les choses, mais l'article 33 précisait que l'entreprise, la société est constituée dans l'intérêt commun de ses associés. Et donc, c'est ce qui est venu changer en 2019, la loi est venue changer cela, enfin ajouter un élément vraiment extrêmement important, c'est qu'elle fait toujours la société gérée dans son intérêt social, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc la RSE, et ça c'est vraiment important de le dire, la RSE maintenant elle est obligatoire pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, avec des degrés d'obligation et de rendus qui sont différents, bien sûr pour celles qui sont de plus de 250 salariés. C'est extrêmement important parce que ça change un peu la donne. En fait, cette loi, parce qu'il y a peut-être beaucoup de dirigeants encore qui ne la connaissent pas, hein, on introduit dans la loi cette fonction de l'entreprise qui est de répondre à des enjeux socio-sociétaux. Et alors, on a un niveau pour les entreprises qui sont qui sont plus engagées, c'est la question de la raison d'être. Et après, pour celles qui sont encore plus engagées, on a la société à mission. Une petite précision sur la RSE, et c'est ce qui fait que c'est un peu complexe. En fait, le législateur a dit, OK, répondez aux grands enjeux sociaux-sociétaux, mais c'est à vous, en fait, de définir quels sont vos enjeux, enfin, quels sont ceux qui sont importants pour vous et comment y aller. Donc, c'est pour ça que c'est parfois pas très facile. On ne précise ni la méthode vraiment. Et donc, par contre, alors on va vous en proposer quelques-unes de méthodes, bien sûr. Mais par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette loi, c'est la question de la raison d'être et de la société à mission. En fait, on peut se poser maintenant la question de son rôle et de la raison pour laquelle on existe en tant qu'entreprise. Et donc, on a même la possibilité de prendre la qualité de société à mission qui permet d'ancrer dans ses statuts le fait d'avoir une mission et de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux qui sont conformes à sa raison d'être. Et donc là, ça devient opposable en fait. Donc c'est un engagement que l'entreprise prend et aujourd'hui, c'est un mouvement de fond. On arrive à près de 1000 entreprises. Pour l'instant, c'est pas du tout imposé. Hein. On définit sa raison d'être comme on le souhaite. Et on peut prendre la qualité de société à mission ou pas. Mais vous savez que la loi est parfois un peu commence doucement avant d'imposer les choses. Donc, c'est important d'y réfléchir dès maintenant et peut-être vous donner un exemple très, très concret en fait, de ce que c'est que la raison d'être en fait. Si vous êtes, pourquoi aller sur cette raison d'être? Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Farida, sur en quoi ça peut être un levier d'innovation. En fait, on vous a repris quelques éléments clés sur l'impact que peut avoir la réflexion sur la raison d'être de votre entreprise. D'abord, ça permet l'alignement, la cohérence et le renforcement avec toutes vos parties prenantes entre la stratégie, des valeurs et des attentes partagées et qui sont source d'innovation. On a aussi une étude qui montre, alors quand on leur explique ce que c'est que l'entreprise à mission et la question de la raison d'être qui est tournée vers la réponse aussi à des enjeux sociaux-sociétaux et pas uniquement à la recherche de profit, 89% des chefs d'entreprise disent que la société à mission est le modèle d'entreprise de demain parce qu'effectivement, si les entreprises se mettent à chercher des solutions pour répondre à ces enjeux,
vous êtes très forts, les entreprises, pour cela. Créer des solutions avec un modèle économique viable. Il y a des associations, des ONG qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est pas suffisant ce qu'elles peuvent faire et elles ont parfois pas le modèle économique. Donc, c'est pour ça que le rôle des entreprises est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et puis, en plus, on voit les résultats et nous, dans notre recherche action, on a bien vu cela sur le terrain. On vous donnera quelques exemples. On voit bien l'impact positif sur l'engagement des salariés et ça donne une sorte de cadre aussi à la RSE. Alors, on n'est pas obligé d'avoir démarré une stratégie RSE ou des actions RSE pour réfléchir à sa raison d'être et et vice-versa. En tout cas, quand on réfléchit à ces questions-là, les salariés disent que ça les engage plus. Idem pour les jeunes diplômés. Où il y a des études qui ont été faites très dernièrement, où par exemple sur la marque employeur, on a un vrai levier, où 70% des jeunes diplômés renonceraient à une part de leur salaire, et nous on l'a constaté sur le terrain. Et enfin, la question de la préférence client, et je crois que par rapport à ce qu'on a fait comme sondage, ça correspond bien à ce que vous avez dit aussi en début. Alors, par rapport aux clients. Alors, pour vous donner, en fait, voilà, un exemple très, très concret, et c'est quelque chose que j'utilise déjà depuis de nombreuses années, en fait, pour expliquer très, très clairement ce que c'est qu'une raison d'être. En fait, je vais vous prendre un exemple historique. Donc, vous connaissez bien JFK, et en fait, lui, il avait une vision, c'est que l'homme marchera sur la Lune. Et en fait, il a mis en place les missions, les programmes Apollo, et la raison d'être d'Apollo, il y en a eu plusieurs, elle est très claire, c'était de permettre à l'homme de marcher sur la Lune. Et donc, on voit bien que là, on va pouvoir décortiquer un petit peu ce que c'est qu'une raison d'être qui est ajustée à votre organisation après, mais souvent, alors c'est pas évident, hein, la raison d'être, on peut la décrire après en plus que 2 mots, mais j'aime bien en fait travailler avec les organisations pour arriver à presque un t-shirt, c'est-à-dire que ce qu'on vise à notre vision idéale, ça tient en un mot. Là, si on prend l'exemple de JFK, c'est la Lune, et la raison d'être de la mission, c'est Apollo. Son métier, c'est de construire des fusées pour arriver sur la Lune. Et donc, on voit bien sur la raison d'être d'Apollo les points clés en fait de la raison d'être qui va pouvoir après, vous allez pouvoir l'ajuster à votre organisation bien sûr, hein, mais c'est une raison d'être qui doit être inspirante, qui doit être moteur du changement, qui doit être claire. Bon là, c'était très très clair, la vision et ce que devait faire Apollo. Elle doit être crédible, même s'il y en a qui ont dit au départ que c'est une folie. Elle doit être adaptée à son métier. Et finalement, c'est vraiment important que ce soit adapté à son métier, que ce soit adapté à ce que vous pouvez faire. Et même si la vision comme ça, elle paraît un peu idéale, en fait, on n'est pas obligé d'y arriver tout de suite. Mais c'est quelque chose qu'on va aller vers laquelle on va aller pas à pas, avec des objectifs évaluables. Alors, on voit bien sur la mission Apollo, hein, l'indicateur, c'était l'indicateur de résultat essentiel, est-ce que la fusée nous a déposé à la fin sur la Lune ou pas. Donc, mais on y est allé pas à pas. Et c'est une raison d'être sur laquelle on peut communiquer en interne et en externe. Et enfin, c'est une démarche d'amélioration continue, on le comprend bien, et qui intègre une dimension sociale, environnementale, voire sociétale. Alors, ma question pour vous, et vous pouvez répondre dans le chat, est-ce que aller sur la Lune, c'était respectueux de notre planète? Est-ce que ça prenait en compte les enjeux environnementaux, disons? On va juste se positionner sur les enjeux environnementaux. Donc, allez-y, oui, non. Hein, la question, est-ce que c'est respectueux de notre planète ou pas? Est-ce que ça respecte les enjeux environnementaux? Oui, non. Et tu me dis, Aurélie? Du coup, sur vous pouvez voter dans le chat en mots libres. J'ai plutôt des noms, là. OK. Alors, là encore, moi, je ne me porte pas, je ne juge pas, en fait. Chacun a ses bonnes raisons et ses convictions. Simplement, ça me permet de vous donner une petite anecdote. En fait, on a mis le pied sur la Lune en 69 et en 68, il y a une photo qui a été prise qui est assez extraordinaire. C'était pas un lever de soleil, c'était un lever de terre. Et les astronautes, en fait, vivent, tous les astronautes, ceux qui voient la planète de loin, sont pris par ce qu'on appelle l'overview effect, c'est-à-dire ils voient la beauté de cette planète suspendue dans l'univers. Et donc, quelque part,
ça peut être, c'est pour vous montrer que finalement, on a une planète qu'il est important de protéger, en fait, tout simplement. Mais on ne peut pas tous aller sur la Lune pour le voir ou dans l'espace. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement de son point de vue, de son métier, de son territoire? Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Alors, j'avais trouvé beaucoup d'exemples qui correspondaient à vous, hein, selon vos métiers, parce qu'on a la liste des participants et de vos entreprises. Je vous donnerai plus tard le site, en fait, des sites où vous pouvez aller les chercher, ces raisons d'être pour vous inspirer. Ce qui est important, c'est là, je vous cite 3 exemples, en fait, pour bien comprendre, c'est un peu pédagogique, pour bien comprendre le mécanisme. Donc, en fait, Ford, j'ai fait un copier-coller vraiment de leur site Internet avant 2019 et regardez leur vision à eux. Je ne porte là encore aucun jugement, c'est juste pour voir le mécanisme. Leur vision, c'était de devenir la première entreprise au monde de produits et services automobiles. Et donc, leur mission, leur raison d'être, en quelque sorte, hein, c'est de constituer une famille diversifiée et répartie sur l'ensemble du globe, fière de son héritage, qui déploie une énergie passionnée pour proposer des produits et des services exceptionnels. Très bien. Et du coup, regardez l'impact que ça a sur la stratégie. C'est tout à fait clair. Développer une seule marque, One Ford, avec des objectifs opérationnels derrière qui se déclinent de manière tout à fait mesurable et smart, augmenter les ventes de 50% d'ici 2020, devenir rentable sur des régions et du coup diminuer le nombre de plateformes de construction et multiplier le lancement de nouveaux produits automobiles ou de services. Et en fait, on voit le changement en 2023 sur leur site Internet. C'est noté maintenant, contribuer à la construction d'un monde meilleur où chaque personne est libre de se déplacer et de poursuivre ses rêves. Et donc, ce qui vise neutralité carbone en 2050 et aspirer à procurer des matières premières de manière responsable. Alors, Ford ne m'a pas demandé de travailler avec eux. Et est-ce que ça tient sur un t-shirt ou pas? Et est-ce que c'est crédible, etc. Je vous laisse libre. Vous avez maintenant les clés et vous pouvez commencer à réfléchir. On va vous donner encore quelques éléments, bien sûr, hein, pour réfléchir à votre raison d'être. Mais on va vous donner un exemple de Tesla où alors c'est des grosses entreprises américaines, hein, donc elles sont pas du tout sur la question de la raison d'être, du statut d'entreprise de société à mission, mais voilà, on a cette tendance quand même accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. Donc voilà ces 2 grands exemples-là. Et comme il est important de revenir sur notre territoire, en fait, on voudrait vous citer une entreprise qui s'appelle Metista. Et parce qu'en fait, elle est intéressante. Elle fait partie la cinquantaine d'entreprises sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes à avoir pris le statut de société à mission. Donc, il n'y en a pas tant que ça en France. Donc, voilà, on a souhaité la mettre en avant. Et donc, sa raison d'être, en fait, vous le voyez un petit peu. Alors, son métier, c'est de la rénovation éco-responsable. Et ce qu'ils veulent faire, c'est travailler ensemble pour un habitat meilleur. Simplement, en toute humilité, vraiment, ce sont des personnes qui travaillent à l'échelle humaine, hein, et qui ont défini leur raison d'être et qui vont la décrire en disant que ils veulent construire ou rénover les habitats en les rendant plus durables et confortables. Et ils signalent aussi que les femmes et les hommes qui travaillent pour cela, ils sont au cœur du projet. Donc, on voit que chacun peut vraiment contribuer à son niveau et à partir des enjeux et des ambitions qu'il se fixe à sa raison d'être. Et ça intègre bien sûr des démarches RSE derrière, hein. La vision, la raison d'être, c'est un peu là où on veut aller. Et c'est quelque chose d'inspirant. Et après, on y va pas à pas avec la RSE. Je voudrais vous donner maintenant juste quelques retours d'expérience sur les cas qu'on a traités, avec lesquels on a travaillé, pardon. Et vous pouvez aller voir sur notre site internet Priora les vidéos de ces dirigeants. Et il y en a d'autres aussi sur les autres thématiques. Simplement là, vous redonner en fait ce que nous, on considère important de vous partager par rapport à la raison d'être. Ça peut vraiment être une boussole pour créer ou voir recréer votre entreprise, vous questionner sur le rôle de votre entreprise. C'est vraiment intéressant et souvent ce que des dirigeants disent, pour ceux qui sont dirigeants et qui sont créateurs d'une entreprise,
essayez de vous rappeler, quand vous avez créé votre entreprise, au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que vous visiez? Et ça peut vous aider. Alors, on a un exemple de Bed Shop. Moi, en 20 ans, j'ai pas vu d'entreprise. Alors, elle est petite, bien sûr, et il y a des questions de modèle économique, mais qui a une raison d'être, qui a été créée à partir d'une raison d'être vraiment avec un impact à 360 degrés. Sa raison d'être, c'est de revitaliser les centres-villes historiques. Il est à Romans. Vous savez qu'ils sont parfois désertés. Donc, de revitaliser les centres historiques en transformant les locaux commerciaux vacants en hébergement touristique insolite. Et en fait, si vous regardez bien, c'est sur une économie quand même qui est importante, le tourisme, mais l'impact est à 360 degrés. Donc, c'est vraiment très inspirant. Après, il y a des questions de modèle économique, etc., bien sûr. Mais voilà, c'est certainement un exemple à suivre. Après, sur la valorisation du métier, vraiment, c'est important de partir de votre cœur de métier. Et on a travaillé de vos savoir-faire parce que c'est à partir de vos savoir-faire et de votre métier que vous allez pouvoir définir comment vous allez contribuer à l'enjeu que vous voulez adresser. Hein. On est d'accord que là, vous êtes libre encore. Le cas d'AB Fonderie est intéressant parce qu'en fait, alors leur raison d'être était assez avancée déjà. C'était l'entreprise comme un bien commun au service de la croissance de ses salariés. Donc, c'est une industrie hein, dans la fonderie aluminium. Et en fait, on a retravaillé, c'était dans le cadre d'une transmission en fait de son entreprise, et on a retravaillé avec les équipes sur le cœur de métier parce qu'en fait, c'était important. C'est l'art de la fonderie en fait. Et donc, on a reformulé sa raison d'être en mettant bien le cœur de métier au centre de cette raison d'être parce que c'est aussi symboliquement très, très fort. Et c'est ce qui fait le lien dans la transmission aussi avec les repreneurs et les équipes de managers qui se succèdent. Voilà. Et un dernier exemple, avant que je vous donne des clés sur le comment faire. Excuse-moi, Céline. Oui. Et du coup, c'est devenu quoi alors cette raison d'être? Ah oui, alors pardon. En fait, ça tient pas forcément sur un t-shirt, mais c'est l'entreprise comme un bien commun au service de la croissance de ses salariés avec l'art de la fonderie. Excusez-moi, j'ai la formule, je l'ai. Exactement, je l'ai noté, mais voilà. Donc, on a vraiment rajouté l'art de la fonderie comme clé. Voilà. Merci. Non, je t'en prie. Et dernier exemple que je voudrais vous donner sur le levier, la raison d'être comme levier d'innovation, en fait, on sait très bien que dans nos industries, et même dans des plus petites entreprises ou qui sont sur des secteurs de services, il y a parfois beaucoup de tensions. On est parfois sous-traitant et en fait, il y a des tensions entre la rentabilité et puis le maintien des emplois et puis ces enjeux environnementaux. En fait, l'innovation, ça fait partie justement des leviers pour lever ces paradoxes. Et donc, l'exemple de Prakriti, c'est extrêmement intéressant. Ils ont, alors c'est un peu leur cœur de métier aussi, l'innovation, mais ils ont créé, par exemple, une mini-unité de production industrielle mobile sans huile, en fait, et qui a vraiment réduit son impact sur l'environnement. Et il y a d'autres expériences d'industrie qui, en partenariat d'ailleurs, arrivent à trouver des innovations. Donc, il y a des possibilités aussi pour les industries, pour tout type d'entreprise. Il me reste encore quelques minutes. Je voudrais vous partager maintenant 2 outils en fait pour le comment on fait. Le comment faire, en fait, c'est un exemple très concret des questions qu'on pose dans l'outil d'autodiagnostic. Donc, comme ça, vous voyez aussi, vous avez un aperçu de l'outil d'autodiagnostic dont Virginie vous a parlé tout à l'heure. En fait, on vous propose, dans une première question sur la thématique raison d'être, de savoir où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux en quelque sorte. Aujourd'hui, le concept de la raison d'être n'existe pas. Ou alors, peut-être, le dirigeant, le leader a une idée de ce que c'est que la raison d'être, mais elle n'est pas encore diffusée. Elle est diffusée à une petite partie des collaborateurs qui la portent ensemble.
Et puis, elle peut exister, mais elle n'est pas complètement portée par l'ensemble des collaborateurs, ou alors elle est portée par l'ensemble de l'entreprise. Et puis, le dernier niveau, c'est l'ensemble de l'entreprise et toutes nos parties prenantes internes et externes, c'est-à-dire les salariés, mais aussi nos partenaires qui portent cette raison d'être. Alors, on n'a pas été jusqu'au niveau aussi, mais ça existe, et on a des cas, en fait, avec lesquels on a travaillé, où l'idée de la raison d'être, c'est vraiment de pouvoir inspirer et changer tout un secteur. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, à partir de cet outil-là, c'est de simplement cocher là où vous en êtes. Et puis, pardon, encore une petite minute. J'ai encore une minute. Je laisse la parole après à Virginie. C'est l'outil qui s'emballe, désolée. C'est très bien, il va aller plus vite. Alors, ça suscite des questions, on y répondra après. Mais voilà, vous pouvez vous réfléchir à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous aimeriez aller demain. Et l'outil concret, pour commencer, on en a d'autres, mais voilà, tu peux passer, Farida, si tu es OK. En fait, c'est les questions essentielles à se poser. C'est autour de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à quel monde vous avez envie de contribuer, à quel bien commun, et comment vous pouvez faire à partir de votre cœur de métier. Et puis après, bien sûr, la question des valeurs qui peuvent vraiment guider votre action. Et il y a des questions très, très concrètes et des éléments très importants à prendre en compte avant de vous lancer. C'est quels sont vos impacts aujourd'hui sur l'impact de votre activité, quelle est votre marge de manœuvre et comment vous souhaitez aussi fonctionner en équipe. Hein, c'est quoi votre fonctionnement interne, si vous visez ou pas le bien-être. Bon, c'est difficile de ne pas viser le bien-être, mais vraiment comment vous voulez fonctionner en équipe et même votre ambition. Et enfin, avec qui? Alors, on ne travaille pas cette question de la raison d'être de la même façon quand on est une entreprise avec des techniciens sur le terrain et puis une entreprise de service qui a plutôt des commerciaux ou des managers. Voilà, on ne fait pas du tout de la même manière. Donc, le premier pas qu'on invite à faire, c'est déjà de discuter avec sa direction, enfin que le dirigeant réfléchisse à cette question-là avec des proches. Et c'est parce qu'en fait, le risque, c'est qu'on arrive, vous connaissez greenwashing, social washing, le risque, c'est qu'on arrive à du mission washing, c'est-à-dire que c'est complètement déconnecté, que votre raison d'être est complètement déconnectée de la réalité de votre métier et de vos objectifs concrets. Et ça, en fait, c'est un risque. Ça, les consommateurs, vos parties prenantes, elles sont tout à fait, elles savent. Et surtout, ça peut créer de l'incompréhension et de la déception chez vos salariés qui voient l'incohérence. Donc, la solution, en fait, c'est celle de prendre du temps pour y réfléchir et ça ne vous empêche pas de faire vos actions RSE, voir comment est-ce que vous pouvez répondre concrètement et puis d'entamer cette réflexion. Et je terminerai en fait par cela. C'est important de partir de ce qui vous anime en tant que dirigeant ou responsable RSE ou même étudiant quand vous voudrez travailler dans une entreprise. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous indigne éventuellement? Revenez à l'origine de ce pourquoi vous avez créé votre entreprise. Et je vous souhaite, alors peut-être pas de décrocher la lune, mais en tout cas de trouver l'étoile à laquelle accrocher votre char, votre entreprise, parce que c'est comme ça qu'on embarque aussi ces équipes aujourd'hui, on l'a vu. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais laisser la parole à Virginie sur la vulnérabilité. Merci Céline. Merci Céline. Alors, merci de ce magnifique point de vue sur la raison d'être. On va peut-être commencer par un petit sondage sur la prise en compte de la vulnérabilité des salariés. Donc, à votre avis, quel pourcentage des dirigeants déclarant avoir un ou des salariés en situation de fragilité perso ou pro? Donc, vous avez 4 possibilités, 20%, 55%, 70%, 100%. Donc, ça commence bien. Allez-y. Je vais attendre une petite minute et je vais publier. Super, merci Aurélie. « 20%, 55%. Alors, c'est très intéressant ce que vous partagez. On va pouvoir passer au slide suivant pour vous donner quelques éléments qui font partie de l'étude sur la vulnérabilité des salariés, étude qui a été menée en 2020
par Malakoff Humanis, qu'on utilise beaucoup sur cette thématique de la prise en compte de la vulnérabilité des salariés. En fait, 70% des dirigeants déclarent avoir un ou des salariés en situation de fragilité d'origine personnelle, professionnelle, j'ai des visiteurs dans la pièce, personnelle ou professionnelle au sein de leur entreprise et 44% d'origine uniquement professionnelle. Alors, un autre chiffre extrêmement intéressant, 55% des salariés reconnaissent connaître une situation de fragilité personnelle ou professionnelle. Donc, on a rencontré avec mes collègues Valérie Bertrand, qui est chercheuse au département de psychologie, et Didier Prince, qui est chercheur en histoire des droits et des institutions à l'UCLI. On a rencontré un certain nombre d'interlocuteurs. On a travaillé avec 3 entreprises partenaires sur cette thématique et effectivement, on voit que le pourcentage de personnes qui sont atteintes par des fragilités est très important. Plus de la moitié des salariés et des dirigeants pensent que les situations de vulnérabilité vont se multiplier dans les prochaines années. Alors, on parle du Covid, tout le monde l'a en tête et on voit bien que ça a fragilisé un certain nombre de personnes dans notre environnement. Mais il y a aussi cette crise environnementale et énergétique qui vient rajouter encore de l'anxiété. Si les entreprises sont considérées comme légitimes pour agir, la peur d'être stigmatisée du côté des salariés va freiner ces derniers à parler de leur vulnérabilité au travail et on reviendra sur ce point. Les attentes sont fortes à l'égard de l'entreprise et ça, on l'a vu en particulier au travers des réponses que vous avez pu donner à la question concernant la vulnérabilité lorsque vous vous êtes inscrit. Peut-être quelques autres chiffres, une étude Alan Harris Interactive sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui a interrogé 4200 salariés du privé. Cette étude a été faite en 2022, illustre la fragilité des salariés et en particulier, et ça c'est complètement lié à vos profils, cette étude indique que dans les TPE et PME, les dirigeants sont les premières victimes. Donc, c'est pas pour vous angoisser, ne partez pas en week-end juste après-midi parce que voilà, je vous ai beaucoup perturbé, mais prenez soin de vous, j'aurais tendance à dire. Prenez soin de vous, c'est pas seulement le salarié dans votre équipe qui va un peu perdre pied. Prenez soin de vous. Encore un autre chiffre, 73% des cadres des TPE, PME ont déjà expérimenté le phénomène de mal-être au travail. 48% souffrent encore, en particulier de fatigue, de stress, de perte de motivation et d'inquiétude. Voilà, donc encore une fois, prenez soin de vous. Alors, ce que je vous propose, c'est dans le chat, avec un mot-clé, de partager avec nous, pour vous, quelles sont les situations qui génèrent de la vulnérabilité. Je te laisse la main, Aurélie. Oui, le stress. Voilà les premiers mots que j'ai. Le stress, une deuxième fois. L'ennui. Ah, intéressant. L'injonction de contradiction. Le deuil. Le management. Le manque de sens. La charge du travail, l'absence de perspective. Oui, on revient. Bon, il y a le turnover, le manque de vision ou de visibilité, le sens de son activité. Extrêmement intéressant. La charge mentale. D'accord. Je continue. Le manque de communication. Pardon, Aurélie. Non, mais c'est bon. Très bien. Bon, extrêmement intéressant. Donc, on va voir sur la slide suivante qu'il y a effectivement des fragilités qui sont d'origine personnelle, mais qui ont un impact dans la vie professionnelle. Et vous en avez cité un certain nombre. Retour au travail après une maladie grave. Alors, il y a un très bon podcast que je vous conseille, qu'on pourra mettre dans le chat si vous le souhaitez, qui s'appelle Vous avez dit vulnérable. C'est un épisode d'une série disponible sur le comptoir Malakoff Humanis.
qui m'a particulièrement intéressée. C'est une collègue d'une entreprise partenaire qui me l'avait signalé. Alors, qui m'a particulièrement intéressée parce que ce retour au travail, nous, on aurait tendance à dire, on va accueillir la personne par un café, on va la réintégrer dans notre équipe en vraiment lui montrant quel plaisir on a à l'accueillir à nouveau. Et en fait, dans la plupart des cas, on se fourvoie complètement. Au contraire, il faut laisser la personne revenir à son rythme. Elle n'a pas forcément envie de partager sur la maladie qu'elle a eue, sur les difficultés qu'elle a eues. Donc, il faut lui laisser le temps. Et je trouve que ce témoignage sur ce podcast est particulièrement intéressant parce que voilà, il nous donne peut-être il corrige peut-être des idées fausses qu'on a alors qu'on veut faire le bien finalement. Une autre difficulté au niveau personnel, une autre fragilité, ça peut être la position des dents qui génère du stress, qui génère une difficulté à être peut-être présent aux heures où on nous attend dans l'entreprise. Ça peut être évidemment les difficultés financières qui vont impacter au niveau psychologique le salarié, des souffrances psychologiques liées à toutes les difficultés qu'il peut y avoir que j'ai citées tout à l'heure, un problème familial. Typiquement, alors je vais prendre le cas du divorce, c'est absolument pas pour stigmatiser cette situation, mais quand on voit des collègues qui sont dans cette situation, ils ou elles peuvent se retrouver très perturbés dans leur planning, avoir un coup de fil urgent d'un enfant ou d'un ex-conjoint qui va les perturber pendant quelques minutes dans l'exercice de leur activité. Au niveau professionnel, vous les avez cités, un épuisement professionnel, une perte de compétences. Alors ça peut exister, ça existe. En particulier, et encore une fois, c'est une autre collègue d'une entreprise partenaire qui l'avait partagé, au niveau des outils informatiques. Alors, on en parle de temps en temps, mais bon, bref, connecter sur Teams ou sur GoToWebinar ou bien se retrouver coincé à la maison parce qu'il n'y a pas de métro et être obligé de se connecter à son réseau peut devenir très, très impactant, hyper stressant pour des personnes qui ne seraient pas complètement à l'aise. Je prends l'histoire de l'outil informatique, mais cette fragilité, il faut certainement l'accompagner, soit avec du tutoring, soit en adaptant aussi le poste de travail à ces personnes. Perte de sens, vous l'avez évidemment cité, ça c'est une vraie fragilité. Situation d'usure, épuisement physique, émotionnel, mental, il y a toutes ces dimensions. Et puis enfin, difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Alors, pour illustrer ce dernier point, je vais citer Benoît Serre, qui est le DRH de L'Oréal et le vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, qui regroupe 5600 membres, et qui dit « En choisissant le chemin de l'attention, de la prévention, de l'écoute et de la confiance, première dans l'individu, nous pourrons réconcilier les vies professionnelles et privées en arrêtant d'essayer de seulement les équilibrer. » Et je trouve que cette phrase donne à réfléchir, donne à avancer sur ce dernier point. Alors, si on va sur le slide suivant, pourquoi prendre en compte la vulnérabilité pour promouvoir une logique de bien-être au travail. Et ça, c'est typiquement un pilier de la RSE. Pour fidéliser les talents, il y a quand même un chiffre énorme de 85% des salariés qui déclarent que l'amélioration du bien-être mental renforcerait leur fidélité à leur employeur. C'est dans l'étude que je vous ai citée tout à l'heure de Alan Harris de 2022. Et on va voir que cette fidélisation du talent, elle est en filigrane sur tous les axes. Bon, évidemment, pourquoi prendre en compte la vulnérabilité des salariés? Pour atteindre les objectifs économiques et sociétaux de l'entreprise. On voit bien que l'absentéisme risque d'impacter vos performances et l'atteinte de vos objectifs. Là, un deuxième chiffre, 66% des dirigeants estiment que l'amélioration de la qualité de vie au travail est un levier de performance économique. Donc, tout le monde, y compris les dirigeants, en sont bien persuadés. Éviter les ruptures, donc là, on arrive à l'étape suivante, avec plusieurs études qui ont été faites sur cette thématique et qui estiment entre 20 et 30% les coûts liés à l'absentéisme, puisque quand on met en place des mesures de soutien,
cela permet de réduire ces coûts. Voilà, une estimation entre une gamme de 20 à 30%. Évidemment, renforcer l'engagement individuel et collectif, consolider l'organisation, mais ça, vous l'avez également bien cité dans les réponses aux questions au moment de votre inscription, et puis être en accord avec ses valeurs et redonner du sens à son travail. Donc, on parle de grande démission, la Great Resignation aux US, et là, on le voit en filigrane dans ces différents points qui nous permettent de justifier que voilà, il y a bien une importance à prendre en compte les vulnérabilités. Alors, comment on va le faire? Donc là, je vous dévoile, comme l'a fait tout à l'heure Céline, un petit graphe qui vous est proposé dans l'outil d'autodiagnostic. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, ça peut être le fait que vous ne le preniez pas en compte ou que vous avez l'impression de ne pas le prendre en compte. Moi, je pense qu'on est tous un peu Monsieur Jourdain sur ce thème et que finalement, on l'a quand même intrinsèquement dans nos concepts. Une simple intégration des obligations légales. Alors, les obligations légales, elles prévoient, la réglementation française prévoit des dispositions visant à protéger les salariés les plus vulnérables, que ce soit dans l'accès à l'emploi, de la protection et de la santé, ou en cas de licenciement ou en cas d'arrêt maladie. Donc ça, vous l'avez, je pense, dans toutes vos entreprises. Le troisième niveau ou la deuxième étoile, c'est la démarche volontaire, au-delà des obligations légales, sans formalisation ou officialisation, donc vous l'intégrez directement dans vos démarches. La troisième étoile ou quatrième niveau, c'est que cette question, elle est bien formalisée dans votre vision, dans votre mission, dans votre mandat, dans vos objectifs stratégiques, voire dans votre charte interne, qui est peut-être déjà rédigée. Et puis alors là, vous êtes une superstar si cette vulnérabilité des salariés est prise en compte par une posture qui est disséminée auprès des parties prenantes internes et externes. Alors c'est important. Vous pouvez être au troisième niveau, troisième étoile, en l'ayant formalisé, mais après, c'est pas seulement le manager qui doit avoir en tête cette prise en compte, cette détection, cette prise en compte de la vulnérabilité, c'est aussi le collaborateur et c'est aussi peut-être votre partie prenante externe. Donc, si on regarde sur le slide suivant, en co-construisant avec nos entreprises partenaires, Helicop et puis Entraide aux isolés, vous avez leur petit logo là qui a 3 établissements, Entraide aux isolés, le Château de la Barge, le Chalet des enfants et puis l'EHPAD L'Éolienne. On a travaillé sur des outils, des méthodes qui permettent de faire un état des lieux, qui permettent de suivre la détection et les prises en charge de la vulnérabilité, comme un livret d'accueil. On verra tout à l'heure que la population de jeunes embauchés, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais de jeunes embauchés est particulièrement fragile. Moi, j'ai suivi dans une précédente mission à l'UCLI des jeunes gens qui étaient en alternance pendant la période du Covid. Ils ont particulièrement souffert le fait d'être derrière leur écran parce que finalement, ils n'ont jamais été accueillis dans l'entreprise ni de leur équipe. Et ça, on ne peut pas dire que c'est la faute du manager ou de l'équipe. C'était un état de fait. Donc voilà, on voit bien que le livret d'accueil, que le processus d'accueil est fondamental pour éviter cette fragilité. Des cellules d'écoute. Alors, ça peut être une cellule d'écoute ou une écoute personnalisée en fonction de la taille de votre entreprise et de son organisation. Des indicateurs de vulnérabilité à destination des managers et des collaborateurs. Alors, pour avoir beaucoup travaillé sur la qualité, je sais que ça peut être très pénible de suivre des indicateurs, mais là, on parle d'indicateurs, on parle surtout de petits détails dans la vie quotidienne des uns et des autres qui font que vous commencez à détecter une fragilité. Et cette fragilité, il faut la détecter le plus tôt possible pour pouvoir la prendre en compte. Et puis, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait travaillé avec Entraide aux isolés, qu'on poursuit d'ailleurs, sur le modèle de l'analyse de la pratique de tout ce qui est activité médico-sociale. On peut faire des retours d'expérience, du partage entre professionnels, du partage entre managers, pour arriver à prendre en compte cette vulnérabilité, à la détecter et à être plus à l'aise vis-à-vis de cet axe. Alors d'autres pistes, ça peut être la mise en place de procédures, soit d'urgence, soit préventives. Là, on va encore plus loin dans la démarche.
On peut aussi redéfinir sa vision, ses valeurs et les partager en intégrant les fragilités des uns et des autres. Il y a un élément qui était extrêmement important et qu'on a découvert en interviewant nos collègues des entreprises partenaires, c'est que la fragilité, la vulnérabilité peut devenir une force. Si on la met en avant, si on la partage, sans stigmatiser les uns ou les autres, ça peut devenir une force. Et on peut la réintégrer dans la vision, dans les valeurs, dans l'organisation, pour ensemble être plus résistants. D'autres pistes, c'est aussi faire des états des lieux de ces différentes fragilités et vulnérabilités. Il y a rien d'écrit dans le marbre, hein. Toutes nos entreprises sont différentes. Les catégoriser et ensuite les prioriser pour mettre en place de nouveaux dispositifs, de nouveaux points d'attention, éventuellement de nouvelles procédures dans la vie quotidienne. Et puis, alors ça, c'est tout à l'heure, Farida l'a pas dit, mais moi, je suis ingénieure, chimiste, voilà. J'ai fait de la recherche en chimie organique, mais ingénieur chimiste, ingénieur plus généralement, on travaille sur le management des risques. Et ça, on va l'appliquer dans nos derniers ateliers avec Hélicop et entrée d'eaux isolées. Et ça, je pense que ça peut vous apporter également des pistes pour détecter et prendre en compte les vulnérabilités. Donc voilà, donc sur le slide suivant, et ça c'est pour ouvrir la discussion finalement dans ce fameux baromètre de 2022 à l'analyse interactive, je voulais vous faire ressortir quelques chiffres. La vulnérabilité des salariés en fonction de leur âge et de leur activité. Donc là, 2 chiffres qui concernent les 18-24 ans. 62% des 18-24 ans ont perdu confiance en eux et évoquent le manque de confiance en eux, la sensation d'isolement et d'angoisse. Et 66% des salariés entre 18 et 24 ans disent subir le stress. Donc, je pense que ce sont des chiffres à avoir en tête quand voilà, vous accueillez notre nouvelle génération. Alors, je n'ai aucun chiffre concernant nos plus âgés, mais on pourrait continuer à discuter sur ce sujet-là au moment des questions-réponses. Et puis, je voulais aussi souligner la vulnérabilité des cadres, des managers et des dirigeants. 73% des cadres souffrent d'un manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est assez considérable. Donc, encore une fois, prenez soin de vous. Et puis, un dernier thème, alors là, qui est très ouvert, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais la vulnérabilité collective et la vulnérabilité de l'entreprise. Parce que finalement, si le collectif, si des membres du collectif sont vulnérables, eh ben, ça rend vulnérable l'entreprise. Voilà. Donc là, j'en ai fini sur la vulnérabilité des salariés. Céline, je te laisse la parole sur l'outil d'autodiagnostic. Alors, vous m'entendez, ça va? Parfait. Donc, on va répondre tout à l'heure à vos questions. Bien sûr, on voulait simplement vous partager donc et remercier encore Aura Entreprise de nous donner la possibilité de partager cet autodiagnostic qui est à votre disposition en fait et qui est vraiment issu des travaux. Comme je vous disais, c'est l'étude. Il y a plusieurs phases. Il y a eu l'étude terrain avec les entreprises et là, on en est à la phase de la diffusion des outils et des méthodes pour vous aider à avancer, à être plus innovant, à trouver des actions responsables qui vous correspondent. Donc, on a mis en ligne en fait un outil d'autodiagnostic. Alors, vous avez vu avec le thème de la raison d'être et de la vulnérabilité, la première question qui est abordée pour chaque thématique. En fait, il suffit simplement vous pourrez découvrir les autres questions et les autres thématiques qu'on a présentées au départ. Et il suffit simplement d'aller sur le site de Priora et de cliquer sur réaliser votre autodiagnostic. Vous avez simplement votre nom, votre prénom, le téléphone, le nom de l'entreprise à mettre dans un premier temps. Et puis après, vous accédez à l'autodiagnostic et on commence directement sur la raison d'être. Et vous n'avez pas besoin d'avoir fait forcément le bilan RSE ou d'avoir engagé une démarche. Vraiment, on vous invite à répondre de manière spontanée ou de travailler cet outil d'autodiagnostic en équipe. Vraiment, c'est assez libre selon ce que vous voulez faire. Et en fait, ce qui est intéressant pour vous après, donc si Farida, tu peux avancer sur la slide d'après. En fait, que vous soyez débutant, que vous ayez commencé une démarche RSE, que vous soyez engagé ou pas,
en fait, cet outil, ça vous permet de faire le point de là où vous en êtes sur les thématiques qu'on vous a proposées. Et à la fin de la période d'enquête, pour chaque PME, TPE qui aura répondu, en fait, vous allez pouvoir avoir vos résultats personnalisés. Alors, ça ne se fait pas du tout instantanément parce que pour nous, c'est important vraiment de prendre le temps d'analyser vos réponses aussi et de vous proposer un compte-rendu des résultats personnalisés avec une data visualisation qui permet d'être partagée assez facilement avec vos collaborateurs après. Et ça vous permet aussi de bénéficier d'un kit ressources pour aller plus loin sur les thématiques qui vous paraissent importantes. Et voilà, alors il y a deux ou trois raisons pour lesquelles vous pourriez avoir envie. C'est d'abord de progresser, tout simplement pour vous. C'est aussi d'aider la recherche, parce qu'en fait, en répondant, vous nous permettez aussi de compléter nos analyses, nos recherches. Et puis, pour ceux qui sont les plus avancés ou qui ont vraiment envie d'être valorisés dans leur pratique innovante, qu'elles trouvent innovante, il y a donc une place pour participer au challenge régional qui aura lieu en décembre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi vous proposer avec cet outil d'autodiagnostic une situation de là où vous en êtes. Voilà, je laisse Virginie peut-être voilà, préciser. Donc effectivement, tu as parlé de matériel que nous pourrons partager. Je vous ai un petit peu dévoilé les choses tout à l'heure avec les fiches repères. Pour chaque thématique, nous avons conçu avec les chercheurs et avec les entreprises partenaires une fiche pourquoi la raison d'être peut être un levier de l'innovation, et une fiche comment prendre en compte la vulnérabilité. Donc 2 fiches par thématique, 14 fiches en tout, qui seront à votre disposition une fois que vous auriez pu compléter l'outil d'autodiagnostic. Et puis peut-être le dernier slide avant d'échanger. Donc vous avez à votre disposition sur le site priora.fr les différents ateliers débats qui sont programmés entre mars et mai 2023. Un certain nombre d'ateliers, alors ça peut s'appeler déjeuner débat, déjeuner du manager, etc., sont co-organisés avec Aura Entreprise. Ils ont lieu dans les différents départements de Rhône-Alpes et vous pouvez vous inscrire par le biais du site. Un événement scientifique de clôture qui permettra de partager tout ce qu'on a pu engranger, co-concevoir le 6 juin. Et puis, on vous parle depuis tout à l'heure du challenge régional Priora qui aura lieu le 5 décembre sur le site de Saint-Paul à Lucly dans Lyon. Voilà. Peut-être que, est-ce qu'on passerait pas les ressources comme ça, Virginie? Oui. Voilà, les ressources, c'est juste la slide d'après. Pas de souci. On vous en a préparé, notamment on évoquait la question de retrouver des exemples de raisons d'être. Donc, vous pouvez aller sur le site de la communauté des entreprises à mission. Il y a aussi le guide de la BPI, de la loi Pacte. Voilà. Et sur la vulnérabilité, je peux te laisser dire, Virginie. Et puis après, oui, merci. Donc, les deux documents de Malakoff Humanis. Je n'ai pas cité, là je ne l'ai pas mis, mais évidemment l'étude Alan Harris interactive que vous allez trouver sans aucune difficulté. Et puis sur le site de Malakoff Humanis, les jolis podcasts sur la vulnérabilité qui sont très intéressants. Et on rajoute aussi que l'Université catholique de Lyon a une chaire vulnérabilité avec beaucoup de publications, dont une dernière qui vient de sortir. Voilà, on vous remettra aussi ça dans le support. Merci. Il est temps de passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions, Aurélie, déjà? Oui, une. Comment discerne-t-on le stress et le mal vécu normal dans des situations d'entreprise de stress anormal? Je vais la scinder en deux pour que vous puissiez avoir 2 éléments de réponse. Bien sûr, non, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, quand est-ce qu'on bascule du stress à la fragilité, de la fragilité à la vulnérabilité? C'est aussi pour ça que ces petits indicateurs que vous trouverez, ces petits leviers que vous trouverez dans les fiches repères vous permettent de le suivre. Effectivement, il y a du stress normal quand on va avoir une présentation ou quand on va avoir un dossier à terminer. Je crois que c'est dans la durée, je crois que c'est aussi en étant à l'écoute de ses collaborateurs,
pas forcément manager salarié d'ailleurs, hein, ça peut être entre collègues, et puis en observant. Un collègue qui habituellement se joint au collectif pour prendre un café le matin et qui petit à petit ne peut plus venir parce qu'il est en retard ou ne peut plus venir parce qu'il ne veut plus venir. Ben voilà, ça doit éveiller en vous une petite lumière. Alors, faut pas aller le voir en disant "Eh Coco, mais pourquoi tu arrives tous les lundis matins en retard?" Bon, faut quand même y aller avec délicatesse, mais voilà, ça doit allumer une petite lumière de vigilance dans votre esprit pour être plus à l'écoute, pour le laisser parler, pour éventuellement l'accompagner en cas de difficulté. Ok, J'en ai une autre qui vient d'arriver, Farida. vas-y, je t'en prie. Comment aider un salarié qui vit des événements personnels perturbateurs impactant sur le travail des autres, qu'ils le prennent en grippe? Alors ça, c'est une excellente question. Il y a un exemple en entreprise, alors je ne sais plus laquelle, mais une entreprise qui avait un collaborateur ou une collaboratrice très mal, voilà, très mal, cancer et une difficulté à se concentrer. Ben, cette entreprise a eu le courage, je pense qu'il faut le dire, de mettre cette personne toujours sur une mission qui sera peut-être plus ou moins bien faite, mais qui permettra à cette personne d'avoir un rôle dans l'entreprise, de rester connectée avec cette mission, peut-être mettre en place un petit coaching à côté ou un suivi personnalité avec une personne en laquelle ce collaborateur ou cette collaboratrice a confiance pour pouvoir l'accompagner. La performance ne sera peut-être pas au rendez-vous, c'est ce qui s'est passé dans l'entreprise que je cite, mais ça permettra sur le long terme, voilà, de réintégrer ce collègue ou cette collègue en difficulté pour atteindre les objectifs. Et puis ça fait peut-être aussi partie de la raison d'être de l'entreprise, d'avoir un collectif et d'avancer ensemble. Ça peut être une procédure qu'on adapte. Ça peut être un process, une organisation qu'on adapte également pour atteindre l'objectif général. Peut-être je peux ajouter, Virginie, ce qu'on constate dans les entreprises beaucoup et qui peut générer du stress ou qui peut mettre les personnes en situation de difficulté de compétences ou c'est vraiment la question de l'estimation des temps de travail nécessaires pour chaque tâche. En fait, au-delà des questions personnelles, de ce qui peut impacter votre travail, mais c'est vraiment important et je pense que ça part vraiment quand on travaille à partir même de la raison d'être vision et qu'on va décliner jusqu'aux objectifs opérationnels et la manière dont on va manager. En fait, c'est fondamental mais on dit ça en toute humilité, on ne donne absolument pas de leçons, on constate juste que en fait, c'est de pouvoir bien évaluer le temps de travail nécessaire pour faire les choses et de donner les moyens en fait, de donner les moyens aux personnes de réaliser leur mission. Et c'est presque du management après. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnement dans nos organisations et sur quelles valeurs on se situe. Et ça, du coup, ça re-questionne aussi quelle est notre vision et quel est notre rôle dans cette société. Si effectivement on vise, alors on sait très bien que toutes ces questions sont complexes, mais si on ne vise que la finalité économique, les choix à un moment vont impacter même les personnes et la façon dont on les gère et dont on attend d'eux des résultats. Voilà. En tout cas, on vous remercie pour les éléments de réponse. Merci Aurélie. J'en ai pas plus pour le moment. Moi, j'en avais une. Je me permets. Comment on peut faire donc la différence entre la RSE et la société à mission qui dispose d'une raison d'être? C'est peut-être voilà, pour revenir un petit peu au démarrage. Oui, merci beaucoup Aurélie. En fait, comme on l'a vu, la RSE, donc il y a deux différences. L'une de forme et l'une de nature et d'impact. En fait, la RSE, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Il y a beaucoup de normes depuis une vingtaine d'années. La norme ISO, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est au niveau
international que c'est connu. En France, c'est obligatoire maintenant avec la loi Pacte. La différence avec la loi, avec la qualité de société à mission ou même le fait de formuler une raison d'être, c'est tout à fait une démarche volontaire. C'est pas du tout imposé pour l'instant. C'est typiquement français. C'est typiquement français et c'est encore flou et il y a encore peu d'exemples puisque il y a 1000 sociétés à mission aujourd'hui. Il y en a plus qui formulent leur raison d'être. Et alors que dans la RSE, on a beaucoup d'exemples, on a déjà pas mal d'outils d'autodiagnostic, etc., etc., et puis des listes d'actions possibles. Ça, c'est la première différence de forme. Sachant qu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui ne formulent pas leur raison d'être, mais qui vivent leurs valeurs et leur mission dans le même esprit. Et enfin, il y a une différence de nature et d'impact. C'est que, en fait, comme je vous disais, la raison d'être, la question de la mission d'une société à mission, c'est d'inspirer, en fait. C'est viser la lune, accrocher son char à une étoile. Donc, c'est plus une boussole et ça va guider, en fait, ces actions RSE. Les actions RSE, c'est plus opérationnaliser ces choix et c'est plus réfléchir à une stratégie, un plan d'action. La RSE nourrit la mission en quelque sorte. Et vous regardez, et alors pour reprendre l'exemple de Ford, on voit bien comment est-ce que éventuellement on voit bien comment est-ce que sa vision avant 2019 et celle qu'elle affiche aujourd'hui peut impacter ou pas sa stratégie et ses objectifs opérationnels très très concrets et même sa manière de manager. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, on n'a pas besoin d'avoir d'avoir une raison d'être non plus pour avoir une démarche RSE très très engagée. Et on n'a pas besoin non plus d'avoir des actions RSE déjà engagé pour se poser la question de son rôle fondamental. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de s'interroger sur nos territoires. Quel est le rôle de nos entreprises et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour contribuer par rapport aux besoins de nos territoires? Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Alors oui, pour des startups ou entreprises qui travaillent pour avoir un impact important pour la planète et visent des levées de fonds importantes, être une société à mission représente-t-il réellement un atout? Ou n'est-ce pas encore reconnu par les fonds verts ou patients? Alors, en fait, c'est vraiment extrêmement cette question par rapport à la levée de fonds. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a quelles que soient aujourd'hui les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, il y a beaucoup d'injonctions de la part des parties prenantes sur des aspects financiers, mais pas que, de s'engager dans la RSE. Maintenant, sur la question de la raison d'être, le fait d'afficher ou même d'avoir une qualité d'entreprise à mission par rapport à quand on est une start-up et qu'on cherche à avoir de l'impact. Alors, c'est extrêmement intéressant. Là encore, ces sujets-là sont complexes et donc je ne porte pas de jugement, mais en fait, aujourd'hui, les investisseurs dans les sociétés à impact positif, en fait, beaucoup recherchent encore un retour sur investissement très important. Et donc parfois, alors c'est fondamental d'afficher une raison d'être, enfin une mission authentique avec la réponse à des vrais enjeux sociaux-sociétaux quand on vise des fonds à impact, c'est évident, ça c'est quelque chose qu'ils vont regarder. Maintenant, et que vous ayez le label, enfin que vous ayez pris la qualité de société à mission, c'est un gage supplémentaire. Mais j'irai plus loin en fait. Sur la difficulté de lever des fonds aujourd'hui quand on est une start-up à impact, c'est que souvent on peut avoir on ne vise pas forcément une rentabilité extrême on ne vise pas non plus de générer énormément de profits. Et parfois, ces fonds demandent encore de construire des cathédrales ou des licornes, alors que parfois des petites chapelles sur nos territoires sont vraiment précieuses et elles ont besoin d'investissement et ça rentre pas forcément dans les clous. Donc la levée de fonds, c'est vraiment un grand sujet et je souhaite beaucoup de courage et de ténacité parce que ça bouge et de toute façon, cette question de la raison d'être et du rôle des entreprises, c'est une question de fond aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ça... Je pense que oui, mais oui, je pense que oui. Est-ce qu'on en prend une dernière ou pas du tout? Ou on Allez, les traite? petite dernière.
Dernière. Après avoir tout tenté pour maintenir un poste, un salarié opérateur avec de gros troubles psychiques, il y a eu une médiation de la santé du travail, un travail de fait qui a été conséquent, d'après ce que je comprends. Beaucoup de patience et d'attention. Cela pénalise au final la société et le salarié lui-même. Et finalement, l'accompagnement de la psy et de la sécurité au travail est parfois trop limité et défaillant. En gros, ce que je comprends, qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place pour accompagner ce salarié dans la difficulté? Alors, je l'ai cité tout à l'heure, hein, d'avoir un accompagnement d'un collègue qui peut s'investir, qui peut suivre plus particulièrement ce collègue ou cette collaboratrice malade. De toute façon, on ne peut pas se substituer à la médecine du travail, hein, quoi qu'il en soit. On peut avoir cet échange. La médecine du travail fait partie des partenaires de l'entreprise. Donc, on peut avoir un échange régulier, arriver à présenter son point de vue, peut-être en amont aussi, hein, pas seulement dans les situations d'urgence. Ils sont aussi là pour comprendre comment fonctionne l'entreprise. Mais oui, ce sont des situations extrêmement difficiles et j'aurais tendance à dire que, bon, il n'y a pas de recette miracle, évidemment, mais que d'avoir des comportements sains, clairs, transparents, permet aussi de redonner du sens à chacun, parce qu'il y a le collaborateur ou la collaboratrice malade, en situation de vulnérabilité, de fragilité, mais il y a aussi les autres collaborateurs qui peuvent être très perturbés par ce qui se passe. Donc, il faut aussi être à l'écoute des autres. Bon, je suis pas certaine d'avoir vraiment répondu à cette question très particulière, mais encore une fois, le médecin du travail est un partenaire important de la TPE, de la PME, de l'ETI ou de la grande entreprise. Il faut s'appuyer sur cette personne. Il peut y avoir des partenaires sociaux qui sont aussi là pour accompagner, et il peut y avoir peut-être un coaching, mais il ne faut pas épuiser le coach ou l'accompagnant dans cette situation non plus, et il ne faut pas non plus rendre cette personne ou l'environnement vulnérable. En tout cas, Virginie, tu peux répondre parce que merci du retour que tu as pu. Je voulais juste compléter les propos de Virginie sur cette question. Effectivement, la médecine du travail peut vraiment être omniprésente et accompagnée. Ils ont également des psychologues du travail et effectivement, on les sollicite pas suffisamment lorsqu'on a un cas comme celui-ci. Et il peut aussi y avoir des possibilités dans le cadre des mutuelles aussi, entreprises, où il peut y avoir des soutiens psychologiques également. N'hésitez pas aussi à vérifier si c'est le cas dans la mutuelle de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà, ça peut aussi aider. Voilà, quelques clés. Alors, Voilà, juste un exemple, on a travaillé, je vous ai présenté tout à l'heure nos entreprises partenaires. Il y en a une qui a mis en place une situation d'urgence et qui a un partenariat avec un psychologue et qui finance le premier échange avec ce psychologue privé, hein. Voilà, ça peut être une piste. Ça peut être une piste. C'est dans des situations d'urgence, hein, c'est pas pour le tout venant, mais voilà, ça peut être une piste pour accompagner ce premier pied dans la porte. Céline? Oui, j'ajouterais aussi qu'en fait, le dirigeant, il est responsable aussi d'un collectif et comme le disait Virginie, voilà, il ne faut pas que ça puisse abîmer le fonctionnement du collectif. Donc parfois il y a aussi des décisions à prendre et ça reste juste et justifié si c'est bien encadré. Simplement, comme Farida, tu m'avais posé la question, j'avais noté et puis ça m'a échappé tout à l'heure alors qu'on avait bien travaillé sur la question sur la raison d'être de AB Fonderie qui est quand même particulière, hein, je vous la redis. Alors, l'entreprise au service du bien commun avec l'art de la fonderie comme moyen de faire grandir les personnes qui y travaillent. Voilà. C'est une raison d'être un peu particulière, hein, c'est un cas vraiment. Voilà. Ok, super. Et on n'a pas cité Puffies. Puffies, je n'ai pas dit, mais c'est des anciens étudiants de l'ESDES dont on est très, très fiers et qui sont engagés dans l'industrie laitière et qui ont une raison d'être et une approche, qu'on vous invite à aller voir pour notamment ceux qui sont de jeunes étudiants ou parce qu'on a vu qu'il y en avait aussi. De toute façon, on retrouve tous ces exemples sur le site Priora, les entreprises engagées dans les recherches actions.
Donc, le webinaire touche à sa fin. Sachez que nous, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est à votre disposition sur les différents territoires pour vous aider à mettre en place des démarches au niveau de votre RSE. Voilà. On voulait aussi vous signaler un événement important au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui va continuer aussi à parler de ce qu'est le travail, de ce qu'est la performance, autour du Business Summit qui aura lieu le 6 avril au Conseil régional à Lyon. Donc, vous pouvez vous inscrire si cela vous intéresse. Donc, c'est un événement sur une journée avec le matin des conférences et l'après-midi des ateliers, dont certains parlent aussi de RSE. Voilà. Et donc, vous retrouvez tous nos événements sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre attention. Sylvie, je te laisse peut-être le mot de la fin. Je remets le micro. En tout cas, merci à Virginie et Céline pour leurs interventions. J'espère que notre auditoire a pu capter pas mal d'éléments et se dire que finalement, c'est pas si compliqué en fait de réfléchir à la RSE. Il suffit juste de se donner un petit peu les moyens, de monter peut-être une équipe dédiée, et de commencer à la travailler et entraîner finalement tous ces collaborateurs dans cette dynamique, et que même si ça paraît pour certains une montagne, je pense qu'en réalité, au bout du bout, l'énergie déployée va être décuplée finalement, parce que tous les salariés seront motivés et en fait l'entreprise s'en trouvera encore plus, si je peux exprimer le mot, utiliser le mot riche, mais quelque part plus riche de ce salarié, et finalement aussi d'augmenter sa croissance. Donc je pense qu'effectivement c'est un levier très intéressant que nous, on souhaite effectivement mobiliser auprès des entreprises, et on le fait d'autant plus aisément qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure toutes les deux, c'est que malgré que la loi soit passée, on n'est pas encore dans des obligations, mais que ça pourrait le devenir un jour si effectivement on voyait aussi notre environnement décliner plus vite que prévu et que ça pourrait être imposé fortement. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, il a été cité par le biais d'une start-up tout à l'heure, mais c'est tout aussi vrai pour quelle que soit la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, les fournisseurs, les grands donneurs d'ordre vérifient, ou même les banquiers vérifient effectivement aujourd'hui quel est votre impact, comment vous gérez finalement votre environnement, alors pas que l'environnement au sens propre, mais également sur le plan humain. Et donc effectivement, voilà, c'est le moment d'y aller. On met les outils en place. On remercie l'Université catholique, Ciel, tous les acteurs qui ont travaillé autour de cette étude et qui nous la mettent à disposition gracieusement. Ça aussi, c'est appréciable. C'est pas parce que ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Je pense que voilà, c'est plutôt des très belles personnes avec un très haut niveau et qui peuvent vous entraîner très haut. Donc n'hésitez pas. L'agence, comme je le disais en introduction, est à vos côtés également pour mobiliser tout autre sujet en parallèle de la RSE. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. On espère vous retrouver sur notre prochain webinaire. Alors, je ne sais pas si à ce jour, on a donné la date, si c'est programmé, mais ça pourrait tarder. En tout cas, c'est une moyenne de tous les 3 mois à peu près, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Suivez effectivement notre site internet où on précise l'agenda, et peut-être au 6 avril prochain, qui sera une date très proche, mais qui complétera tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Merci à toutes les quatre, merci à l'auditoire, et j'espère que voilà, vous repartirez plus riche, je le réutilise, plus riche sur ces informations de la RSE en tout cas. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.